Donc on a vu aujourd'hui l'éducation revisitée de beaucoup de points de vue. D'abord le point de vue de Philippe Aghion qui au moins était rassurant. L'éducation, ça sert à quelque chose et ça a de la valeur et ça c'est indiscutable. Donc à partir de là, on a pu se poser la question de oui mais l'éducation comment? Et il y a un certain nombre de thèmes qui sont revenus, on l'a vu aujourd'hui, celui mis en avant par Élise Huillery sur la compétence sociale, la notion d'anxiété et l'importance de ce travail en groupe pour construire ces compétences sociales qui évidemment rebondit parfaitement avec l'exposé qui vient d'être fait par Éric Guyard sur les problématiques d'éco-anxiété et l'enseignement de la biodiversité et du changement climatique. Pierre-Michel Minguer qui nous a exposé à la fois l'évolution de la situation qui n'est pas totalement rose, on peut le dire, des mathématiques, et en même temps les corrélations sociales qui apparaissent derrière, et le travail de Leandro Folger dans une direction différente qui est l'importance de l'utilisation effective et bien faite des ordinateurs dans nombre de pays. Ils ont fait cette expérience en Uruguay. Comment est-ce qu'on peut organiser l'éducation avec la technologie? Ce qui répondait au type de questions plus précises que nous a posé Joël Proust sur l'impact des écrans, notamment pour la lecture, pour l'apprentissage. Et on voit très bien que les choses ne sont pas pour ou contre. Il s'agit vraiment plutôt de comprendre comment utiliser ces outils, puisque pour l'écriture en soi, ça peut permettre une accélération de l'acquisition, comme elle nous l'a montré, mais pour la lecture, il y a un certain nombre de dangers derrière et qui peuvent être contournés. Et puis, on a beaucoup parlé mathématiques et français comme étant les socles, mais il y a d'autres sujets qui sont extraordinairement importants. L'informatique qui nous a été présentée par Gérard Berry, d'un point de vue différent, en parlant d'informatique débranchée, autrement dit d'algorithmique. L'essence derrière l'informatique, c'est avant tout l'algorithmique, et repenser l'informatique débranchée à travers l'algorithmique, c'est un point de vue qui est important et qui fait le lien avec beaucoup d'autres sciences, notamment les mathématiques. Et enfin, ce très bel exposé d'Éric Guyardi qui fait un pont finalement entre à la fois toutes les sciences, mais aussi cette thématique qui a été évoquée aussi évidemment par Esther Duflo, qui est l'importance de créer un environnement pour que les enfants puissent développer leurs apprentissages, et notamment le fait qu'il faut absolument éviter cette tyrannie des programmes qu'elle a mis en évidence. Donc il y a énormément de thématiques qui sont apparues transversales, et donc je vais ouvrir les questions pour la salle. Merci. Encore une question pour Joël Proust, dont j'ai trouvé l'exposé passionnant et qui ouvre des perspectives vertigineuses. Depuis très longtemps, on sait qu'il y a un lien très étroit entre les supports et les pratiques. C'est-à-dire que l'Iliade et l'Odyssée, pourquoi est-ce qu'on les a? Tout simplement, c'est le fruit de la rencontre du rouleau de cuir, de l'écriture alphabétique et puis d'un créateur. Aujourd'hui, avec ces obstacles qui se posent dans l'utilisation dans la pratique de la lecture, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'on lit encore la critique de la raison pure, et surtout, est-ce qu'on écrirait encore aujourd'hui la critique de la raison pure? Et je crois que c'est ce genre de questions que nous devons nous poser. C'est l'avenir de notre culture qui, quelque part, je suis peut-être un petit peu catastrophiste, mais je vois là des questions, je disais, vertigineuses. Je ne pense pas que je sois finalement à même de résoudre ce problème de civilisation que vous posez, mais vous qui êtes historien et qui êtes spécialiste de rhétorique, vous avez pu constater que l'histoire de la rhétorique n'a rien de rectiligne. Et donc, probablement, nous sommes dans un tournant peut-être historique, mais
je crois que nous n'avons pas de raison de penser que c'est la fin pour nous de l'acquisition de connaissances et du développement des savoirs. Nous sommes là pour témoigner du fait que nous sommes passionnés par le savoir, et nous sommes là aussi presque tous nous avons consacré notre vie au savoir, soit le savoir que l'on acquiert ou celui qu'on transmet, soit les deux. Donc moi je ne suis pas du tout pessimiste, et je pense que je rejoins Éric dans l'idée qu'il faut se méfier des catastrophismes qui sont dangereux parce qu'ils finalement nous conduisent à des décisions de type impulsif. Préférons vivre le plaisir de maintenant, puisqu'en fait tout est perdu. Pourquoi perdre toutes ces années précieuses? Allons, ruons-nous sur les satisfactions immédiates. Je pense que le risque n'est pas là, dans la mesure où il existe des motivations qu'on appelle intrinsèques, qui sont liées à l'acquisition des savoirs. Pierre-Michel. Oui, mais justement, cette question, il faut se cramponner à l'intrinsèque. Oui, je voulais juste ajouter, nous devrions avoir un Emmanuel Kant pour nous réécrire la religion dans les limites de la simple raison. Stan, tu as une question? Ça s'inscrit d'ailleurs totalement dans cette discussion, et c'est un message un petit peu de prudence. Mais je m'excuse si je vais être un petit peu à contre-courant de certaines choses qui étaient dites. Oui, il est très bon que les jeunes sortent dehors, il est bon d'oxygéner le cerveau, il est bon d'observer la nature. Oui, il est bon d'avoir des objets matériels, parce que ça stimule, au moins au départ, chez les petits-enfants, les capacités de traitement des objets qui sont innées dans chacun d'entre nous. Mais ça ne suffit pas. Et il faudrait faire attention quand même, parce qu'on dérive très vite vers des choses très étranges. Par exemple, on achète des pédaliers pour faire pédaler les enfants en classe en disant ça va les faire bouger leur corps, n'est-ce pas? On a des situations dans lesquelles finalement il n'y a plus aucune profondeur. Et je voudrais reprendre le terme shallow. C'est la profondeur de traitement dont a parlé Joël Proust qui compte à la fin. Donc il peut y avoir une très grande superficialité des activités qui sont parfois proposées aux élèves, et ça ne suffira en aucun cas. Par exemple, la balle aux prisonniers, magnifique, si c'est une métaphore des molécules. Mais jouer en soi à la balle aux prisonniers, ça ne sert à rien. Alors en informatique, le problème est vraiment posé, et de façon intéressante. On a parlé de logo tout à l'heure, il y avait une question sur le logo. Il y a eu pas mal de recherches qui ont montré que pratiquer le logo en soi, ça ne servait à rien du tout. Ça ne permettait pas de développer des structures mentales. Ce qu'il faut, c'est un enseignement explicite. Et c'est un point qu'on n'a peut-être pas assez mentionné dans ces 2 journées. L'enseignement explicite, absolument fondamental pour que les élèves se créent des structures profondes mentales. Et en informatique, comme dans les autres domaines des mathématiques, par exemple, les élèves ne vont pas trouver tout seuls les structures profondes qui sont utiles. Comme la recherche dichotomique, je suis sûr que les élèves ont beaucoup travaillé dans le dictionnaire, mais il n'y en a pas un qui trouvent tout seuls le principe de la recherche dichotomique. Il faut les aider un petit peu. Donc, je pense personnellement, en ayant beaucoup lu ce sujet, qu'il faut à la fois arriver à piquer la motivation des élèves, et ça peut passer par des objets matériels, des sorties, l'observation d'un ordinateur ou d'un programme intelligent, et ensuite, et c'est fondamental, ne pas oublier la phase d'enseignement explicite, structuré, qui met en place des objets profonds. Peut-être pour réagir juste sur ce point, cette expérience de balle aux prisonniers, ça se fait dans une classe. Enfin, l'exemple que j'ai vu, c'était à Nogent-sur-Marne. La semaine d'avant, les jeunes avaient vu l'effet de serre en classe de physique. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a vraiment parce que l'équipe pédagogique a réfléchi à marier les 2 temps dont tu viens de parler. Ça, c'est essentiel, oui. Sinon, ça peut faire du n'importe quoi. Je vais peut-être terminer avec une question pour Pierre-Michel Menger. Il y a un thème qui est apparu ce matin, et puis d'une certaine manière aussi cet après-midi, c'est l'importance des compétences sociales dans l'apprentissage. Et une des courbes que montrait ce matin Philippe Aghion, c'est à nouveau les performances en fonction, pour l'innovation, en fonction des revenus et des capacités d'innovation des parents. Et c'est ce genre de phénomène aussi qui apparaît dans tes résultats, où on voit clairement l'influence aussi, évidemment, du background social des parents. Est-ce que les 2 peuvent être mis en relation? Est-ce que ça peut être un élément explicatif aussi de l'impact du social sur les résultats scolaires? Je veux dire, quel est le sens de causalité que tu évoques? Le fait est qu'en classe, les compétences sociales semblent être
extrêmement importante. Oui. Alors, ce n'est pas les mêmes, le mot social est ici abusivement transposé par rapport à ce que tu fais, mais la question est, est-ce que ça peut faire partie des éléments explicatifs de l'influence des parents, de l'environnement social dans l'apprentissage? Ça fait partie du grand bain des facteurs qui agissent sur la réussite éducative. Évidemment que l'éducation est un processus tellement multidimensionnel et à terme long. Il démarre très tôt, même dans le ventre de la mère d'une certaine manière, et il se prolonge relativement tard, et il additionne des dimensions. Donc les compétences de comportement sont évidemment essentielles parce qu'elles introduisent tout simplement les aptitudes à apprendre, les dimensions de réflexivité qui sont développées tôt ou pas, la capacité de jeu, la capacité de gratification différée. Est-ce que je veux une gratification immédiate ou pas? J'avais montré dans un de mes cours comment les cultures se distinguaient entre elles selon la capacité à adopter une orientation à long terme dans l'éducation ou une orientation à court terme. Dans le monde asiatique, on a une orientation à long terme. Autrement dit, on sait que persévérer, ça n'est pas pour simplement avoir le petit sucre à la fin de l'exercice, mais c'est pour construire quelque chose. C'est peut-être aussi un processus qui est plus facile à adopter dans les pays en développement ou dans les pays qui achèvent leur développement que dans les pays très développés, etc. Mais les familles détiennent là-dessus un savoir considérable. Et les familles s'informent considérablement sur tout ce que nous avons évoqué. Il n'y a aucune discussion possible là-dessus. Tout ce que nous évoquons, une partie des familles l'absorbent très tôt, le socio-comportemental, les 5 facteurs chers à la psychologie, etc., la propension à se détacher des écrans ou pas, à en tirer le meilleur, mais pas au-delà d'une certaine limite. Ça, c'est une des grandes inégalités fondamentale, c'est que nous produisions du savoir qui est extraordinairement utile, fécond et important, mais qui est absorbé de manière très différenciée par ceux à qui devrait naturellement être destiné. Les enseignants sont au cœur du processus et doivent jongler, voilà une gymnastique du corps et de l'esprit, doivent jongler avec de multiples facteurs et des injonctions qui parfois sont très contradictoires et assurer un équilibre au milieu de tout ça. Mais les familles, elles, s'emparent de nos savoirs avec une vitesse très inégale selon les milieux. Ça, c'est aussi une distinction très forte. Mais il y a des familles qui savent, même dans des milieux qui ne sont pas très favorisés, j'ai regardé les résultats de familles immigrées qui avaient des projets éducatifs, c'est spectaculaire. La réussite scolaire peut être spectaculaire. Donc, il y a dans tout ce que nous évoquons des comportements qui dépendent beaucoup de facteurs micro, l'ambiance de la famille, etc., sans parler de la distribution entre les rangs dans la fratrie. Ça a été évoqué hier, je crois Gérard a parlé de Born to Rebel, c'est le premier fonce et le deuxième se rebelle, voilà, des choses comme ça. Donc plus on va augmenter la connaissance, plus on va livrer d'informations sûres et qu'on peut mettre en expérimentation. Et en même temps, le problème, c'est d'assembler tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'assembler? Pour donner un bon design éducatif, au terme de 2 jours, on se dit quel est le bon design éducatif? Qu'est-ce qui est stabilisé? Qu'est-ce qui est compatible? Qu'est-ce qui augmente l'agenda sans le rendre complètement dysfonctionnel? Qu'est-ce qui est cumulatif? Et qu'est-ce qui est... Voilà, ce sont des vraies questions. Et en même temps, ne pas savoir, c'est la pire des situations. Donc augmenter le savoir et augmenter la capacité d'expérimenter à partir du savoir, puis d'en tirer des conséquences pour implémenter, ça a été dit aussi pour les programmes, par exemple, c'est un sujet magnifique, les programmes, faire le toilettage de tout ça, mais le programme, c'est un sport national chez nous, comme on sait, voilà. Ben, merci beaucoup, on va s'arrêter là. Je voudrais remercier l'ensemble des orateurs. Et notamment les organisateurs François Héran, Pierre Michel Menger et spécialement Stanislas Dehaene qui a fait un travail exceptionnel pour l'organisation de tout ce colloque.